master d'optique. Et en fait, j'ai été destiné plutôt à faire une thèse au laboratoire d'astrophysique à Marseille, puisque j'ai fait mon stage de fin d'études, de fin de master là-bas. Et donc, voilà, j'ai décidé de rester ici et de m'établir au village. Le village, c'est Puy-Michel, au nord-ouest du plateau de Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence. Grâce à l'énergie de Dany Cardouenne, en 30 ans, cette petite commune perchée est devenue un centre remarquable d'astronomie. On compte pas moins de 50 astronomes amateurs dans sa population, dont Sébastien Moindreau, qui vit et travaille, la tête dans les étoiles, dans les traces de son mentor, Dany. Je fais de l'astronomie depuis mon plus jeune âge, donc j'ai eu mon premier télescope, on va dire, vers 10 ans. Après les cratères sur la Lune, voilà. Les plus petits, comme on voit au télescope, font 300 mètres. Et ceux-là, avec le 1 mètre de Dany, on les voit très très bien à l'œil. Ça c'est de la nébuleuse d'Hubble, donc l'étoile au centre a explosé. Donc une étoile c'est comme un oignon, avec différentes couches. Les éléments les plus légers sont en bordure, et quand l'étoile explose, elle libère tout. Et ça se dilue petit à petit dans l'univers. Ça c'est une tache solaire, ça c'est une image qui est assez énorme que j'ai faite avec la lunette de Serge de Cognut, donc la 43 cm de diamètre, que Dany a fait l'objectif. Et donc en fait l'observatoire de Puy-Michel maintenant en fait est plus destiné à la fabrication d'optiques pour les télescopes qui sont ensuite expédiés dans le monde entier pour les universités, pour des laboratoires, pour des particuliers. Par M. Cardouenne, le créateur du lieu en fait du télescope, donc dans les années 80, donc c'est un Belge qui est venu s'installer dans le Midi, qui faisait de l'astronomie, qui avait déjà un très gros télescope à l'époque et qui a voulu construire quelque chose de plus gros donc pour permettre en fait aux amateurs, aux curieux, d'avoir accès, on va dire, à un télescope de taille professionnelle à l'époque. Lui-même était un amateur, donc sa formation, c'est un dessinateur industriel, il a travaillé dans des usines en Belgique pour les métiers à tisser, tout ça. Et ça lui a apporté quand même quelques notions de mécanique, donc qui ont été essentielles après pour construire le reste. Ils se sont installés ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Il pleut moins qu'en Belgique, donc il y a beaucoup plus de nucléaire, c'est connu. Le climat est quand même favorable. Il faut savoir qu'il y a l'observatoire de Haute-Provence qui est installé donc non loin d'ici, à 40 km. Le ciel est très beau. Voilà. Et à l'époque, le ciel était noir. Donc c'est vrai que c'était quand même mieux pour faire de l'astronomie. Maintenant, c'est plus tout à fait vrai, avec les problèmes de pollution lumineuse, de manosque, d'émé, mais bon, ça reste encore acceptable. Il a ce projet fou, donc avec sa femme, Madame Stellman, sa Arlette, donc qui fait de la peinture maintenant, donc de construire en fait le plus gros télescope amateur au monde et de créer une structure d'hébergement parallèle pour que les gens puissent venir profiter du télescope aussi. Et le télescope a marché pour la première fois en 1986. Ça a marché, on va dire, jusque dans les années 2000. On venait faire des stages, ça arrivait qu'il y ait 15 ou 20 nationalités différentes autour de la table, quoi. Voilà, avec des professeurs d'université qui venaient. C'est vrai que ça a attiré pas mal de monde, entre 3 et 4 000 personnes par an. Et moi, je me suis installé donc au village, ça fait 5 ans maintenant. Donc je travaille ici tout le temps, à plein temps. Donc j'ai monté mon entreprise donc avec l'aide de Dany. Et donc on essaye également de remonter avec ma compagne une structure d'hébergement. Donc on a acheté une maison à Puy-Michel et on essaye de rénover un gîte. L'astronomie, on va pas dire que c'est des gens un peu pénibles, mais c'est des gens qui vivent en décalé et tout le monde, les gîtes classiques ou les hôtels ne correspondent pas forcément à la demande. Donc il y a une idée de faire quelque chose d'un peu plus touristique, donc avec l'astronomie, donc de mettre des instruments à la location ou d'organiser des soirées comme on fait déjà maintenant. Donc on fabrique tous les instruments qui sont destinés à l'astronomie, mais seulement à la partie optique. C'est l'œil du télescope, sans lui le télescope ne fonctionne pas. En France, à ma connaissance, donc il y a un artisan donc, qui est dans la Nièvre, mais il y a nous deux donc avec Dany qui me forme depuis 5 ans. Donc Dany, donc quand il s'est installé ici, donc déjà il faisait des télescopes, on va dire de diamètre assez important que les amateurs n'avaient pas. Donc ça a attiré des gens qui ont commencé à en commander. Puis enfin il s'est vu proposer donc la fabrication de miroirs un peu spéciaux, des miroirs plans pour les gros télescopes du Chili. Ça a été l'impulsion professionnelle. Et après, c'est vrai que les commandes se sont enchaînées. Une fois après, c'est le bouche à oreille. Donc, on travaille pour l'ESO,
donc l'Observatoire européen austral, qui a des télescopes un peu partout dans le monde. Et on a travaillé pour l'Observatoire de Haute-Provence, donc qui avait besoin d'un miroir un peu spécial. On travaille pour les particuliers, qui se font fabriquer donc leurs lentilles ici aussi, donc parce qu'ils connaissent, hein, donc Dany a une certaine renommée. À Puy-Michel, on a fabriqué une très très grande lunette, donc de 43 cm de diamètre, donc c'est quand même unique en Europe. Voilà, tout le monde n'a pas ça dans son jardin, et c'est vrai que nous, à Puy-Michel, on a des instruments, on va dire, un peu d'exception. Le travail en série, ici, c'est pas possible. C'est que des pièces uniques. Ça change tout le temps, les designs ne sont jamais pareils. C'est pas comme dans les usines où ils font des télescopes par dizaines. On reçoit le bloc de verre, donc d'une fonderie, parce que c'est vrai que c'est des verres donc un peu spéciaux. Le travail du verre, la fonte du verre, c'est tout un métier. Et donc nous, après, on vient vraiment le travailler, le surfacer jusqu'au produit fini. Quand on va dire qu'il y a plus de la moitié du travail qui se fait quand même encore à la main. Ça ressemble à la cuisine, hein, on saupoudre. Voilà. Donc là, en fait, ce que je cherche, c'est à obtenir la courbure commandée par le client. Donc après, on met un peu d'eau. Et après, on y va. Voilà, donc là, avec ce grain-là, on va dire qu'on est parti au moins pour 3 bonnes heures. Ça fait un son un peu cristallin à la fin. On dit que le verre chante, on l'entend. Et on sait si ça se travaille bien. Voilà, après. Bon, après, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on change de poudre, donc une fois qu'on considère que l'état de surface nous convient avec cette poudre-là, qu'on ne peut plus faire de défaut plus grand que le grain, on met une poudre plus fine. Il ne faut pas qu'il y ait une poudre d'avant qui vienne se loger, sinon ça fait une rayure et donc on recommence à l'étape d'avant. Donc c'est un peu physique quand même, hein, parce que le verre fait une trentaine de kilos, donc il faut quand même le propulser, quoi. Hein. Le verre est là. Très beau verre pour le Maroc. Voilà, donc après c'est le nettoyage. Voilà, et après on va commencer, une fois qu'il sera propre, on va regarder un peu notre surface. On façonne vraiment le verre, ça se travaille très bien. Voilà, juste être prudent parce que ça casse. Et donc j'ai même monté une petite boutique en ligne pour les amateurs qui souhaiteraient faire leur miroir eux-mêmes. Donc ils peuvent commander le verre, ils peuvent commander les disques, voilà. Et on n'est pas radin à donner un conseil. On peut travailler sur des verres qui font 200 ou 300 kg. Donc après, de l'autre côté, on a un pont roulant donc pour nous aider, hein, pour éviter de casser le matériel, déjà. Et oui, après, mais par contre, on travaille toujours à la main. Le grand miroir de 1,40 m, donc on a fait le même processus à la main. L'avantage, c'est que surtout quand on passe sur des abrasifs plus petits, il peut avoir un effet de succion. Et la machine, elle ne va pas le sentir. Votre moteur, il va continuer à forcer et vous pouvez faire éclater un verre, tandis qu'à la main, quand ça commence voilà, on le sent. C'est pour ça, principalement, qu'on travaille plus à la main qu'à la machine. Et donc, avec les gros grains, c'est ce qu'on appelle l'ébauchage. Donc, on va lui donner la forme, la courbure désirée. Après, il y a le doucissage, avec des grains plus fins, pour adoucir la surface. Et après, il y a le polissage. Ça se passe sur la machine. Donc, la machine, c'est une machine qui doit reproduire le mouvement, donc un mouvement de va-et-vient. Hein. Donc c'est une machine simple, tout en bois qui ne paye pas de mine, mais le bois c'est parce que au moins quand si par accident on vient buter avec le verre ne casse pas. Un atelier d'optique en général est bruyant, parce que donc au polissage, le verre va se mettre à hurler, ça fait vraiment des bruits stridents et là on sait que ça travaille pas. À la main on ne peut plus le pousser quand c'est à ce stade-là. On va obtenir 2 surfaces sphériques parfaites. C'est comme quand vous prenez 2 cailloux, vous les frottez et vous allez obtenir 2 sphères, une concave et une convexe.
eh ben, votre télescope est encore pas fonctionnel, parce que vous pouvez pas imager un objet ponctuel à l'infini avec une sphère. Ça va vous donner un truc flou, moins flou, flou. Une mise pour éviter ce phénomène de mise au flou, on va déformer la sphère. Donc pour que tous les rayons qui sont collectés par ce miroir arrivent à se focaliser dans un point qui fait entre 3 et 5 millièmes de millimètre de diamètre. Et si vous allez en ce point, donc on appelle le point de focalisation, le meilleur focus, eh ben, vous allez toujours voir des anneaux, des formes sur votre verre. Et c'est ça qu'on cherche à enlever. Et donc il y a une partie donc, qui est faite à la machine donc, pour le travail grossier. On va dire qu'il faut aller 150 heures. Et à la fin, il y a un travail vraiment à la main parce que donc il reste des petits anneaux ou des petites choses que la machine ne peut plus enlever ou qu'on a peur d'enlever à la machine. Parce que si vous faites par exemple 10 minutes à la machine, de trop, vous allez créer un sillon, il faudra enlever tout ce qui est autour. Et donc à la fin, ça nous arrive de corriger avec des petits outils qui peuvent faire, on va dire, 1 centimètre. On peut même corriger avec le pouce ou le doigt. Donc quand le miroir, on le laisse tourner, on vient frotter avec un peu d'abrasif, on fait 1 ou 2 tours et on teste et on voit vraiment le travail qui est fait, quoi. Voilà, mais après ça c'est plus le doigté parce qu'il faut gérer la pression, voilà. Ça se fait quand on commence un peu, on va dire, à sentir. Par exemple, si Dany travaille sur un miroir et que je lui demande de travailler sur le mien, eh ben, ça se peut qu'il fasse une bêtise parce qu'il ne va pas travailler de la même façon que moi. Je vais lui dire, fais 10 tours et il va appuyer plus fort, moins fort, sûrement plus fort. Il y a des jours où ça marche moins, on se pose des questions, ça va se finir, ça va pas se finir, quand. Puis en général, ça finit toujours par se finir. C'est un vrai travail d'artisan et c'est quelque chose qui s'apprend en plusieurs années.